Une heure, on va essayer de comprendre ce que c'est que cette étrange émotion, qui est l'émotion de la joie et qui n'est pas du tout l'état durable du bonheur, qui n'est pas non plus du tout la satisfaction personnelle, professionnelle, qui est attachée à quelque chose qu'on a réussi et qui nous apporte un contentement. Voilà, la joie, c'est pas ça. Et c'est pas non plus l'espèce d'auto-persuasion à laquelle on nous invite souvent aujourd'hui. Vous savez, cette espèce de pensée positive par laquelle on essaierait de se booster un petit peu pour être en forme. Ça, c'est pas la joie, c'est plutôt la tristesse, vous voyez. De devoir se forcer comme ça avec des petites routines d'auto-persuasion. D'ailleurs, récemment, j'ai eu une sorte de vision d'horreur que je vais partager avec vous. Un matin, sur Instagram, j'ai vu le conseil d'un coach en développement personnel qui disait « Si tu veux être en forme le matin, tu as qu'à te regarder dans la glace en mordant un stylo pour dessiner un sourire sur ton visage qui va tromper ton propre cerveau et lui envoyer le signal du bonheur. » Eh bien, la joie, c'est le contraire de ça. La joie, c'est juste de sentir que c'est pas du tout une bonne journée qui commence, mais que malgré tout, la vie est belle quand même. C'est-à-dire qu'on aime la vie au cœur même de son imperfection, sans avoir à se persuader qu'elle est meilleure qu'elle n'est, et parce que philosophiquement, c'est la lucidité qui met en joie, et surtout pas l'auto-bourrage de crâne de la méthode Coué. Alors évidemment, je sais, je connais vos objections. D'ailleurs, cher Denis, on a un petit moment d'échange après. Du coup, je parle combien de temps ? 3/4 d'heure, ok. Donc on aura un moment d'échange et je pourrai prendre vos protestations, votre manière de vous insurger. Je serai prêt à tout accueillir. Parce que je sais que vous allez me dire, oui, mais quand même, ça marche, de dire que ça va bien se passer, la méthode Coué, ça produit des résultats, et d'ailleurs, de tromper son propre cerveau, ça marche. Et vous n'aurez pas totalement tort, car on a découvert avec les progrès des neurosciences que c'est un peu vrai. On peut s'auto-manipuler. On peut notamment rejouer des souvenirs traumatiques en thérapie pour mettre dans le cerveau un meilleur souvenir qui va faire de l'ombre aux mauvais souvenirs. Donc c'est pas complètement faux, mais simplement, philosophiquement, ce qui est derrière est gênant. Ce qui est derrière, c'est que on aurait besoin de s'auto-persuader, de s'auto-manipuler au fond, de s'auto-tromper. Et pour moi, la joie, alors je dis pas que ça marche pas, hein, la méthode Coué, ça peut marcher, mais c'est pas la joie. Or, le sujet que je suis venu traiter avec vous, devant vous, pour vous, c'est la joie. Et la joie, c'est pas ça. Je vous dis pas que ça marche pas, de se limiter, de se simplifier, de se réduire, de se manipuler, et de voir le verre à moitié plein, comme on dit, et non pas à moitié vide, avec des gens comme ça qui ont l'impression d'avoir vu Dieu. Et ils vous disent, vois le verre à moitié plein, comme si c'était vraiment une idée géniale, comme s'il avait fallu réfléchir 50 ans et écrire un traité de sagesse pour comprendre qu'on peut le voir à moitié plein ou à moitié vide. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je dis que ce n'est pas le secret de la joie. Le secret de la joie, c'est d'aimer le verre à moitié plein et à moitié vide, en ne détournant pas les yeux du fait qu'il est à moitié vide, en n'étant surtout pas dans l'évitement de ce qui fâche, de ce qui blesse, de ce qui déçoit, de ce qui fait mal. Parce que si on est dans l'évitement, ce qui va se passer, c'est un retour de balancier, c'est un retour de manivelle. Tôt ou tard, quand on évite la désillusion, la déception, l'angoisse, l'échec, le sentiment de l'échec, la blessure d'ego, et on se manipule, c'est bon, j'y pense pas, on rejette la mauvaise pensée, ça reviendra. Et ça reviendra au début des vacances. Ça reviendra pendant le week-end. Ça reviendra au moment où on pourrait kiffer sa vie. Et là, on sera rattrapé par tout ce qu'on aura évité, parce qu'on n'aura pas eu la force d'aimer la vie comme elle est. Eh bien, le secret de la joie, c'est ça. Je n'attends pas que ma vie soit parfaite. J'attends pas d'être heureux, vous voyez. La joie, c'est pas le bonheur, hein. Le bonheur, c'est un état durable, de satisfaction existentielle. Le bonheur, si ça existe, hein, c'est lié à la sagesse et à l'apaisement et à la sérénité. Le bonheur, c'est de trouver sa place dans un monde harmonieux, et comme le disaient les sages anciens, de coïncider avec soi, avec les autres et avec le monde. Bon, quand vous voyez l'état du monde et la gueule des autres, le bonheur, c'est pas pour tout de suite, quoi.
Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que, comme le disait Kant, c'est un idéal de l'imagination. De toute façon, c'est un état durable. Eh bien, la joie, c'est juste une émotion qui à un moment surgit. Et ma thèse, et j'ai écrit ce livre, ce roman, La joie, pour en parler, pour la faire sentir de manière sensible, c'est que cette émotion de la joie, d'abord, souvent, elle vient par surprise. Donc déjà, on ne s'auto-manipule pas. Ça vient quand ça vient. Encore faut-il savoir se rendre disponible. C'est-à-dire, pas avoir le guidon dans sa liste de choses à faire, pas avoir l'obsession de saturer les trous de son agenda, pas être tout le temps sollicité par les notifications de son téléphone. Donc être disponible au surgissement de cette émotion. Ça, c'est la dimension qui intervient par hasard. Mais il y a une autre dimension qui n'intervient pas par hasard, qui est liée à une façon de vivre. Et cette façon de vivre, c'est de regarder les choses en face. Et de se dire, c'est dingue, malgré tout, je me sens capable d'aimer cette vie, même si elle comporte son lot de désillusions, son lot de difficultés, son lot d'angoisse, son lot d'injustice, son lot de malheur. Mais quand même, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et c'est ça la joie. Autrement dit, la vraie joie, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas sans embâge, elle n'est pas pure. Elle est mélangée à quelque chose qui vient l'entraver. La vraie joie, dit Clément Rosset dans son livre La force majeure, elle est paradoxale. Ça veut dire que je suis joyeux alors que j'ai des emmerdes. Je suis joyeux bien que je sois conscient de l'état du monde. Je suis joyeux malgré la mauvaise nouvelle que je me suis mangée ce matin. Mais je suis joyeux quand même. Ainsi y a-t-il dans l'émotion de la joie une persévérance de l'énergie vitale, mais dans la lucidité, pas dans l'évitement, pas dans le déni, pas dans le louvoiement, pas dans l'automanipulation. Eh bien ça, quand on aime cette joie-là, elle nous rend fort, parce qu'on se sent capable, on sent monter en soi une force de consentement à la vie, une force d'approbation de la vie comme elle est, c'est-à-dire difficile, avec des bons moments et des mauvais, avec du bien, du mal, avec des hauts, des bas. Et quand on se sent capable de l'aimer comme elle est, alors, eh bien, il y a un cercle vertueux qui se met en place, parce que je suis joyeux de me sentir capable d'être joyeux, et la joie nourrit ma capacité à être joyeux, et ma capacité à être joyeux nourrit ma joie. Et ça s'appelle un cercle vertueux. Et pour ça, il faut arrêter de chougner aussi. Il faut arrêter de dire oui, c'est injuste, ça aurait pu ne pas, j'ai pas eu de chance. D'où la vie serait-elle juste? Il n'y a aucune raison en fait. La justice, c'est un idéal humain, c'est un rêve. On peut essayer de se battre pour un monde plus juste, notamment politiquement, économiquement, socialement, évidemment. Mais la justice, il n'y a pas de raison que ce soit synonyme du réel. Le réel est grosso modo injuste. Donc, la joie, elle est entravée par le sentiment de l'injustice. Et dans une logique, pour le coup, stoïcienne, ça ne sert à rien d'ajouter à un problème un second problème. Si le premier problème, c'est que ma femme m'a quitté, eh ben, je ne vais pas rajouter un sentiment d'injustice, ou je ne vais pas rajouter de la tristesse. Ce serait rajouter un second problème au premier. C'est ça la sagesse stoïcienne. Et la joie va venir du fait que je sois capable de dire « c'est comme ça ». Attention, non pas « c'est comme ça », mais « c'est comme ça ». C'est une énorme différence. Le premier « c'est comme ça », bah voilà. C'est un « c'est comme ça » de la résignation. C'est un « c'est comme ça » du fatalisme. Mais le deuxième « c'est comme ça », c'est comme ça. C'est un « c'est comme ça » de l'affirmation, du consentement. Évidemment que la vie n'est pas parfaite. Évidemment qu'il y a des situations d'injustice. Mais je lutterai d'autant mieux contre elles que je ne m'embarrasserai pas d'un sentiment d'injustice inutile. Je pourrais combattre, me battre pour améliorer les choses. Et à ce moment-là, à ma joie de consentement, que j'ai évoquée pour l'instant, dire oui à la vie, Nietzsche disait le grand oui à la vie comme elle est, même imparfaite. À ce moment-là, à la joie du consentement, s'ajoutera une autre joie, qui est une joie d'action, une joie de faire, une joie de mettre en œuvre des actions pour améliorer le réel. Alors attention, c'est les mêmes mots, mais en vérité, si on était des philosophes rigoureux, mais bon, c'est pas le cas, on est juste dans la vraie vie, pas dans l'analyse conceptuelle.
c'est le même mot, mais ça engage deux rapports au monde différents. La joie de consentement, c'est le grand oui à la vie dont parle Nietzsche, en allemand le Ja sagen. Ça, c'est une joie d'être. Et la joie d'action, c'est une autre joie, c'est une joie de faire. D'une certaine manière, ce n'est pas les deux en même temps. Quand je suis pleinement dans la joie d'être, je ne fais rien. Je me contente d'être et je sens en moi battre l'énergie de la vie qui fait que j'aime la vie malgré tout, même si la vie est imparfaite. Mais l'instant d'après, je pourrais développer une joie de faire, une joie d'action, une joie d'améliorer le monde. Et ma thèse, c'est que je serais d'autant plus capable de le faire que l'instant d'avant, j'aurais su accueillir l'émotion de la joie d'être. Une émotion bizarre, une émotion amorale. Parce que quand je marchais sur ce trottoir pour rejoindre des amis, pour prendre un verre en terrasse, j'ai vu des SDF et leur détresse m'a touché. Je me suis dit que c'était injuste. Je n'avais pas de joie de vivre du tout. Je me disais même que c'était dingue qu'une civilisation comme la civilisation française ne soit pas capable de régler ce problème, de donner juste un toit à des gens qui sont un peu atypiques et qui ne savent pas en trouver un tout seul. Je me souviens même de l'annonce du président de la République, Emmanuel Macron, qui disait que c'était une des missions principales de l'État, qu'il n'y ait plus de SDF sur les trottoirs. Et puis après, j'arrive, je retrouve mes amis au bar. On est en terrasse, on boit, voilà, peu importe. Ça peut être d'ailleurs des choses non alcoolisées, pas nécessairement de l'alcool. On est nombreux, certains prennent de l'alcool, d'autres un jus de gingembre, d'autres de l'eau. Et finalement, on est bien. On n'a pas évacué les problèmes, on ne les a pas réglés. Mais simplement, il faut bien reconnaître que dans l'instant de cette joie de vivre, il n'y a plus de SDF. Donc la joie, elle met tout en congé. Mais ce n'est pas grave, c'est qu'un instant d'émotion. Et parfois, on se sent coupable de ressentir cet instant d'émotion. Alors qu'en fait, il n'y a aucune raison que ce sentiment de culpabilité n'ajoutera rien, n'apportera rien à personne. Mais que d'autant plus dommageable que si on se remplit de cette émotion de la joie, si on la laisse nous traverser, si on la prend, si on la saisit comme une occasion d'exister pleinement, et bien après, quand on reviendra à la vraie vie, quand la parenthèse se sera refermée, parce que c'est qu'une parenthèse, l'émotion de la joie, on sera d'autant plus capable de lutter pour améliorer le monde. Et bien dans le roman que j'ai écrit, La Joie, c'est le roman que Olivier Rudavet a mis en scène dans Le Seul en scène. Heureusement, Olivier, je ne sais pas si tu es dans la salle, mais heureusement, Olivier a gardé ce qui est pour moi ma scène préférée, c'est un dialogue entre le fils et le père. Et le fils et le père, en vérité, incarnent deux idées de la joie. Le fils, il est en prison. Si vous n'avez pas encore lu, je ne vous dis pas trop pourquoi, mais il est en prison pour longtemps. Et lui, il découvre en prison la joie d'être. C'est-à-dire que dans la prison, il arrive à faire de la menuiserie, à cultiver un potager, à faire du sport, et il découvre la joie d'avoir un corps et d'être au présent, ici et maintenant. Il n'y a pas que des moments de joie en prison, mais il y a quelques moments de joie. Et son père, qui lui parle au parloir, il lui dit « Mais promets-moi que tu penses à ta sortie, à ta nouvelle vie. » Mais la sortie, c'est dans 12 ans. S'il y a une remise de peine, c'est dans 9 ans. Et ça incarne la parole du père, une joie progressiste. La joie de ceux et celles qui veulent améliorer les choses, qui veulent s'engager en politique ou dans des entreprises pour améliorer le réel. C'est la joie progressiste de faire. Mais lui, il lui répond « Mais papa, t'as rien compris. Ici, là, je ne peux pas espérer ma sortie dans 12 ans, c'est dans trop longtemps. Je suis obligé de prendre la seule joie qui m'est accessible maintenant, la joie ici et maintenant, de ne rien espérer, mais d'être bien, dans le consentement lucide à ce qu'est ma vie, ici et maintenant. » Et bien la vraie joie, la joie donc d'être, pas la joie de faire, qu'on va appeler après pour simplifier le bonheur de faire. Comme ça c'est plus clair. La vraie joie, elle est désespérée. Vous avez suivi ? Je sens que c'est bon, les énergies. Mais elle n'est pas désespérée au sens négatif. Je ne suis pas en train de protester, pas du tout. Elle est désespérée au sens noble. Nous n'avons pas besoin d'espoir, puisque le réel, ici et maintenant, reçoit
notre assentiment, notre consentement. Donc on n'a pas besoin d'espérer une vie meilleure, parce que cette vie, en tout cas dans l'instant de mon émotion, elle me convient. Je lui dis, vous aurez compris, oui, le grand oui à la vie dont parle Nietzsche. Maintenant, évidemment, ma thèse, c'est que parce que je sais l'accueillir et me laisser traverser par cette joie bizarre, à vrai dire, on va expliquer après, cette joie folle, elle est folle cette joie, l'instant d'après ou le lendemain ou un mois après, je me serai rempli de force. Et grâce à ça, je pourrais mettre en œuvre des actions pour espérer une amélioration des choses. Et ça va devenir le bonheur de faire. Mais il aura été conditionné, rendu possible, quelque part, par ma capacité à accepter que la joie me traverse. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Pourquoi cette joie est folle? Oui, elle n'est pas raisonnable. Elle n'est pas rationnelle, contrairement à ce qu'a écrit Spinoza. Elle est folle. Et d'ailleurs, nous le disons spontanément, lorsque nous disons que nous sommes fous de joie. Je suis fou de joie. Et pourtant, il n'y a pas de raison. La vie est sordide. L'actualité géopolitique, elle est vraiment désespérante. L'échec du droit international, qui est le seul projet de civilisation, c'est le droit international. Kant l'avait déjà compris. Au XVIIIe siècle, il a eu l'idée de la Société des Nations, la SDN. Il y avait déjà des guerres entre nations qui ravageaient le monde. Il a écrit le projet de perpétuel, l'idée d'une histoire universelle au plan cosmopolitique. Et là, vous avez le président des États-Unis qui ne respecte pas le minimum du droit international. Les États-Unis, on est vraiment mal barré. Et donc, je suis fou de joie dans ce monde-là. Comment c'est possible? Justement, parce que ce n'est pas raisonnable. Et parce que ce n'est pas rationnel. Et d'ailleurs, regardez, récemment, vous étiez chez vous comme ça, et vous aviez un peu faim, et vous étiez persuadé qu'il n'y avait plus rien dans le frigo. Et vous avez ouvert le frigo. Et là, il y avait juste un vieux bout de poulet de la veille. Et ça vous a mis dans une joie folle. Comment ça se fait que la joie, ainsi que le dit Clément Rosset, soit si souvent en excès par rapport à ce qu'il a déclenché? C'est juste un bout de poulet. Mais c'est vrai, il y avait un peu de pommes de terre, de la moutarde, ça vous a mis dans une joie disproportionnée au regard de ce qui avait déclenché cette joie. Autrement dit, ce n'est pas rationnel. C'est un effet, la joie est un effet plus grand que sa cause. Quand il y a une cause, là il y a une cause, c'est le poulet. Ça peut être une autre cause. Je ne sais pas, par exemple, vous pensiez que vous étiez tordu la cheville, puis vous mettez un pied, c'est bon, en fait, non. Et là, ça vous met dans une joie dingue, une joie de vivre, en fait. Ou alors, vous recevez une blague débile sur WhatsApp, sur un groupe de potes, vraiment la blague de bourrin. Elle vous met en joie, comme ça. Elle vous donne envie de vivre, quoi. Vous voyez, ça, c'est quand la joie est déclenchée. C'est-à-dire qu'elle est déclenchée par une petite bonne nouvelle, une bonne blague, un bout de poulet ou l'absence d'une entorse, et elle est plus grande qu'elle devrait. Alors là, on s'arrête. Et là, il y a une question de philosophie. C'est bizarre. D'où vient ma joie quand elle vient? Puisque ce n'est pas juste la cuisse de poulet. C'est plus grand que la cuisse de poulet. Donc il y a une question. D'où vient ma joie quand elle vient, lors même qu'elle est déclenchée? Deuxième cas, elle n'est même pas déclenchée. Vous marchez dans la rue, tranquille, le monde est gris. Il ne fait pas beau, il ne fait pas non plus froid, il n'y a même pas de crachin. C'est juste neutre. Vous allez au boulot. C'est monotone. Il n'y a pas de joie. Et puis, à un moment, vous marchez tranquille, et vous ne savez pas pourquoi, vous avez soudain le cœur en joie. C'est le deuxième exemple. Cette fois, il n'y a pas de déclencheur. Vous avez suivi? Et pourtant, la joie est là. D'où elle vient? Je repose la même question. D'où vient la joie quand elle vient? Et puis, troisième cas de figure, il y a un anti-déclencheur, une mauvaise nouvelle. Vous découvrez qu'il y a une rechute de cancer. Vous découvrez que quelqu'un est mort. Vous découvrez que vous êtes fait avoir. On vous a piqué votre place au boulot. Il y a une mauvaise nouvelle. Un mauvais résultat d'élection. Une mauvaise nouvelle. Et là, vous n'êtes pas joyeux tout de suite. Ça s'appellerait être maso. Vous êtes abattu, vous êtes accablé, vous êtes déçu. Mais, il y a un moment où la joie revient. Voilà. Ça, c'est donc 3 cas de figure. 1, il y a un petit déclencheur. Et la joie est plus grande que son déclencheur. 2, il n'y a pas de déclencheur, il y a de la joie quand même. 3, il ne devrait pas y avoir de la joie, mais la joie revient. Et bien maintenant, je pose la question. D'où vient la joie?
C'est bizarre. Dans le premier cas, on avait un doute, elle vient peut-être de la cuisse de poulet, mais en fait non. Dans le deuxième cas, on ne comprend pas. Et dans le troisième cas, encore moins. C'est peut-être spirituel. Peut-être que la joie, elle vient de Dieu. Si vous êtes chrétien, l'idée de la résurrection est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, être chrétien, c'est croire en la résurrection. C'est juste ça. Tout le reste, ça ressemble aux autres religions. Mais ça, vous êtes chrétien, vous êtes catholique, si vous pensez que le corps de Jésus, qui a disparu de son tombeau, n'a pas disparu parce qu'il y a des petits blagueurs qui l'ont mis ailleurs, mais il a disparu parce qu'il est ressuscité, devenant un corps glorieux, devenant une vie éternelle qui nous est promise à nous tous et toutes. Il y a de quoi se réjouir. Dans ce cas-là, ma joie de vivre est plus grande que la mienne. C'est la joie de Dieu et que je reçois dans ma joie de vivre parce que je sens ma vie éternelle au fond. Donc effectivement, je peux avoir des désillusions dans cette vie-là, des déceptions, c'est pas très grave si je suis éternel. Dans ce cas-là, ma joie, mais on va prendre d'autres exemples si la référence chrétienne ne vous parle pas, mais si c'est l'amour universel des bouddhistes, c'est pareil, c'est une raison de se réjouir. Si c'est l'énergie cosmique du monde, comme disaient les stoïciens grecs, ça marche aussi. Et si c'est juste la force de la nature, que les romantiques allemands appelaient mère nature, natura mater, et que vous marchez dans la forêt de Bourgogne ou de Puisée, et que vous sentez l'énergie de la vie, vous vous sentez appartenir à plus grand que vous, évidemment que ça vous met en joie. D'ailleurs, souvenez-vous, récemment, votre vie était morne, voire angoissante, et vous êtes parti marcher en forêt. Au début, ça ne suffisait pas, et puis vous avez retrouvé un rythme, une respiration, vous avez retrouvé une façon d'habiter le monde, d'habiter la nature, et vous aviez un souci au début de la balade, une rumination, une obsession, ce con qui m'a trahi, une obsession, il va encore m'emmerder mercredi, et puis à un moment vous n'y avez plus pensé, parce que voilà, il y avait des petits oiseaux, il y avait le ciel, les nuages, vous avez juste oublié d'y penser, vous avez cessé de ressasser, cessé de ruminer, et au bout d'une heure et demie, vous avez repensé à ce con, et à cette échéance de mercredi. Et vous vous êtes dit, non, c'est bon, ça va bien se passer. Rien n'a été réglé. Il est toujours aussi con. Vous n'avez pas trouvé d'argument décisif. La réunion sera la même. Et pourtant, ça va. Pourquoi ? Parce que vous avez retrouvé l'énergie du monde. Parce que vous avez retrouvé l'être au monde. Parce que le monde est notre maison. Si on ne le détruit pas, d'ailleurs. Si on en prend soin au sens écologique. Ça tombe bien par rapport aux rencontres du développement durable. Et évidemment que la joie, elle peut venir aussi d'habiter le monde de façon responsable. Parce que si la joie est une joie d'être au monde, si je détruis le monde, je ne peux pas être joyeux parce que je détruis ma maison. Je détruis mon être à moi. Donc vous voyez, on avance dans la réflexion. C'est que ma joie n'est jamais simplement ma joie. Elle est la joie qui me traverse. Que ce soit, et là, vous allez voir où on fait son marché, en fonction de sa sensibilité, la joie de Dieu, la joie de Jésus, la joie du monde, la joie cosmique, la joie de la nature, la joie de l'amour universel. Et là, on comprend pourquoi. Ça n'est pas que du plaisir, comme je l'ai annoncé au début. Parce que le plaisir, c'est personnel. Et ce qui distingue la joie du plaisir, c'est quand au plaisir s'ajoute une approbation de l'existence en général. Et là, le plaisir devient joie. Je dis oui à la vie. Prenons un exemple concret. Vous vous servez un verre de Marange ou de Sancerre. Voilà, vous aimez bien, de Chablis. Voilà. Et en fait, vous êtes un peu connaisseur. Et donc, vous le portez à vos lèvres et vous reconnaissez cépage, l'ensoleillement, l'année, tout ça. Ça, c'est un plaisir. Une satisfaction même, érudite. Mais, si au moment où vous portez ce verre à vos lèvres, vous vous dites « la vie est belle », ça devient de la joie. Vous voyez la différence ? Donc la joie, c'est quand au plaisir
concret, localisé, vient se greffer une approbation de l'existence en général. Vous suivez? Comme le oui est assez timide, on va prendre un exemple sexuel. Dans la sexualité, vous pouvez avoir du plaisir. Déjà, c'est bien. Peut-être un plaisir partagé, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas encore de la joie. Si, au cœur de ce plaisir, vous avez une pensée du genre « c'est dingue que ça existe », ça pourrait ne pas. Peut-être des animaux se reproduisent sans plaisir, de façon mécanique. Alors, ça devient de la joie. Okay ? C'est-à-dire que la joie, c'est ce petit supplément d'âme spirituelle qui vient ajouter à la conscience d'un plaisir particulier l'idée que l'existence en général est plutôt une bonne chose, même si elle comporte son lot de difficultés. Ok ? Voilà. Donc c'est ça de la joie. Donc la joie n'est pas le bonheur, parce que le bonheur est un état durable, la joie n'est qu'une émotion. La joie n'est pas le plaisir, parce que le plaisir c'est mon plaisir. Mais dans la joie, je rencontre tout le temps la joie, pas simplement ma joie. Et enfin, ça n'est pas une satisfaction, parce qu'on peut ressentir cette joie en l'absence de toute satisfaction. Je n'ai pas réussi ma mission, je n'ai pas réussi ma conférence, je n'ai pas bien gagné de l'argent, pas du tout, j'ai rien fait de tout ça. Et je suis joyeux quand même. C'est la force de la vie, c'est la joie de vivre. Où on comprend que deux expressions du sens commun sont très fortes philosophiquement. La plupart des philosophes, vous savez, souvent, ils disent « oui, le sens commun a tort, moi je vais te dire comment penser ». D'ailleurs, si vous avez des souvenirs de lycée, c'est souvent ce qui se passe au lycée. Le prof de philo, il dit aux élèves « tu fais une première partie, c'est le sens commun, puis tu montres que le sens commun a tort, et puis tu dis autre chose ». Moi, je fais le contraire, ce qui pourrait s'appeler de la démagogie, mais pas du tout. C'est parce qu'en vérité, je trouve que le sens commun est puissant philosophiquement. Quand les gens non philosophes disent « je suis fou de joie », c'est vrai. Et c'est précis comme idée. C'est déraisonnable la joie. Et c'est irrationnel. Et quand les gens disent « mais c'est juste la joie de vivre », ils ont raison. Ce n'est pas la satisfaction attachée à telle réussite professionnelle ou à tel objectif atteint. Ça, c'est juste une satisfaction. Non, c'est la joie de vivre, tout court. Ce n'est pas la joie de vivre en ayant coché telle case, en ayant réussi ceci ou cela. La joie de vivre comme ceci ou comme cela, en ayant la famille parfaite. Non, c'est la joie de vivre tout court. Et là, qu'est-ce qui l'a fait monter? C'est la conscience que j'aurais pu ne pas venir à l'existence. Que tout ça est peut-être totalement contingent. Et que j'ai sacrément de la chance, malgré toutes les emmerdes, d'avoir rencontré le soleil, d'avoir rencontré ce corps qui fait que je me sens vivant musculairement, dans le souffle, dans la respiration. J'ai tellement de chance. Et d'ailleurs, peut-être que c'est un destin, que c'est Dieu qui l'a voulu, ou le destin. Dans tous les cas, c'est aussi plus grand que moi. Que ce soit la grande contingence, au milieu de laquelle j'ai la chance d'exister, ou que ce soit le destin voulu par Dieu ou le cosmos, dans tous les cas, vous avez compris, ma joie, elle n'est pas simplement ma joie, c'est la joie. C'est pourquoi c'est une rencontre qui transforme. C'est pourquoi, en gros, c'est spirituel. C'est à la fois sensuel, musculaire, sensible, mais c'est spirituel. Moi, personnellement, je suis plutôt du côté de la contingence que du destin. Mais je reconnais que l'hypothèse du destin est très intéressante. Mais si je suis du côté de la contingence, comment ça se traduit? Mais je me dis, mais c'est dingue! Mes parents auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais même, moi, ça s'est joué. Moi, je suis né en 73, mais si j'étais né en 74, il y avait la loi Veil. Donc j'aurais pu y passer, comme plein d'autres. Il y a plein d'enfants nés en 74, 75, 76, ils sont passés entre deux avortements. Clairement, mais ce n'est pas du tout une blague, c'est la vérité. Il y avait en plus les 70s, le début, donc voilà, et il y a plein de gens qui sont passés entre les deux. Mais ils ont eu de la chance, et ils doivent en être conscients. Et puis après, il y a eu la guerre froide. Ça a failli péter, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et puis si on remonte un peu, ok, la baie des cochons, la guerre froide, tout ça, ça a failli péter, mais donc déjà, on a beaucoup de chance d'être là. Mais en plus, j'arrive à ma conférence, là, et il pleut, il crachine, la route est pourrie, et à un moment, juste avant, le soleil semble traverser un nuage,
et rencontrer mon front. Ça aurait pu ne pas. Et ça, c'est Épicure. C'est ça l'épicurisme. C'est saisir le bonheur de l'ici et le maintenant à travers le concept de contingent. Ça aurait pu ne pas. Alors remontons un peu le temps. La vie sur Terre, ça aurait pu ne pas. Car il y a 4 milliards d'années, à peu près, vu ce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement, ce n'est pas tout à fait démontré, mais c'est très probable, il y a eu un accident astral entre la Terre, sur laquelle il n'y avait pas d'eau, donc pas de vie, et une comète, qui est pas un truc magique. Une comète, c'est juste un gros bloc de glace dégueulasse. C'est comme un bloc de glace, comme quand vous allez à la montagne et qu'il y a de la glace un peu dans de la boue, là. C'est ça, une comète. Sauf que c'est, hop, boum, ça a percuté la Terre. Et ça l'a fécondée. Et ça a rendu la vie sur Terre. Vous allez me dire, oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Il est un peu bizarre, ce Dieu. Moi, si j'étais Dieu, je créerais la vie un peu plus directement, qu'en balançant une comète pour que 4 milliards, pour que ça fasse des petits microbes et puis que ça devienne une vie. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Bref, pour moi, c'est un coup de bol. Mais donc, voilà, je me dis, c'est dingue. J'aurais pu ne pas exister. Le monde aurait pu sauter dans la baie des cochons. La comète aurait pu ne jamais rencontrer la Terre. Le soleil aurait pu rester derrière les nuages. Mes parents auraient pu ne jamais se rencontrer. Et tout ça a eu lieu sans raison, parce que l'être n'a pas de raison d'être. Et en plus, je rencontre, alors que j'ai soif, ce verre d'eau froide. Et en plus, je comprends que l'eau, H2O, c'est la rencontre contingente, avant même la comète, de 2 molécules qui auraient pu ne pas se rencontrer. Il n'y aurait jamais eu d'eau. Ça fait quand même beaucoup de bonnes rencontres, quoi. Et la joie, c'est ça. C'est d'en être conscient. Ça veut dire concrètement, savoir se réjouir de ce qui nous arrive. Voilà. J'ai un raisonnement un peu long pour dire que voilà, comment on fait pour se réjouir de ce qui nous arrive ? Eh bien, on comprend que ça aurait pu ne pas. Et alors, on saisit. On saisit que l'existence est peut-être une chance, au sens hasard, que l'existence peut-être même relève du miracle, que c'est miraculeux d'exister. Et bien voilà, les grands mystiques arrivent tous à ça. Et c'est pourquoi les grands mystiques nous parlent souvent d'une joie quand il n'y a plus rien d'autre. Plus de raison d'être heureux, quoi. Plus de satisfaction. Même parfois plus de plaisir sensuel. Au fond d'un camp. Au fond d'une scène de guerre. Dans un monde déserté par la civilisation. Beaucoup de grands mystiques ont encore trouvé la joie. C'est-à-dire la joie de vivre. La plus pure, la plus nue. Alors, on n'est pas tous capables de ça, mais on peut quand même comprendre ce que ça nous dit. C'est qu'on se trompe si on attend pour être joyeux d'avoir coché toutes les cases du bonheur social. On se trompe si on attend pour être joyeux, d'avoir toutes les raisons de satisfaction narcissique. Non, on peut, sans avoir l'ambition d'une telle sagesse mystique, lire par exemple Maître Eckhart, lire par exemple Etty Hillesum, son journal, Une vie bouleversée, tenue dans le camp de concentration dans lequel elle s'était engagée volontairement pour rejoindre toute sa famille et ses amis déportés, alors qu'elle avait échappé à la déportation. Elle les a rejoints pour être avec eux. Et dans le camp, elle y mourra, elle tient son journal. Le journal est dingue, elle dit, voilà, malgré tout, je vois ce soleil, la fleur là, l'humanité qui reste, même chez certains des Allemands, des nazis. Et elle continue à croire en Dieu et en l'homme malgré tout. Alors, elle est très croyante, évidemment, dans son cas. Mais c'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et c'est ça qui nous montre le cœur nu de la joie. Et en quoi ça n'est pas le bonheur, évidemment. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, maintenant, ça n'est pas le bonheur, il faut préciser quand même. Parce qu'il y a peut-être une relation quand même, et on finira là-dessus avant d'ouvrir l'échange, il y a peut-être une relation quand même entre le bonheur et la joie. Certes, le bonheur est un état durable de satisfaction existentielle, difficile à atteindre dans un monde à ce point agité comme le nôtre. Et la joie n'est qu'une émotion, qui survient d'ailleurs souvent par surprise. Bon, ça c'est la base. On a quand même, faudrait insister, mais je crois que j'ai vu que vous aviez compris, mais quand même, il faut donc insister que comme cette émotion arrive par surprise, si mon schéma mental est de ne pas aimer les surprises, d'être toujours dans la prévision, dans l'anticipation, dans l'obsession de tout prévoir,
de faire des tableurs Excel, des anticipations et d'envoyer à la personne à qui j'ai rendez-vous ce que mon GPS m'a dit que j'arrivais dans 12 minutes, dans ce cas, j'aurais jamais de joie. J'aurais juste la petite satisfaction d'arriver à l'heure, quoi. Mais la joie, c'est pas ça. Donc franchement, rendez-vous disponible. Déjà, il y a plein de moments où le GPS sert à rien. Il n'y a qu'à lever les yeux. Et alors pourquoi envoyer à la personne qui nous attend notre horaire d'arrivée? De toute façon, on a rendez-vous. Et sous couvert de respect, on se pourrit la vie, en fait. Parce qu'en vérité, ça véhicule une idée de la vie. Comme quoi, il faut que ça corresponde à la prévision. Mais dans ce cas-là, il n'y aura jamais de joie. D'ailleurs, il n'y aura jamais non plus de vraies rencontres. Les vraies rencontres, c'est quand ça ne correspond pas à la prévision. La vraie rencontre de quelqu'un, quand on tombe amoureux, on ne tombe jamais amoureux de la personne qui correspond exactement à la personne qu'on voulait rencontrer. Évidemment, autrement, ce ne serait pas une rencontre. On la connaîtrait déjà. C'est comme si vous rencontrez un tableau ou un paysage ou une chanson qui vous bouleverse, c'est parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous connaissiez déjà. Il y a de la surprise dans la rencontre, comme il y a de la surprise dans la joie. Donc, il faut se rendre disponible. Okay. Maintenant, je reviens à la question. Il y a quand même un rapport entre le bonheur et la joie, même si la joie n'est pas le bonheur. Alors, quel est ce rapport? On pourrait se dire, est-ce que le bonheur, ce ne serait pas une succession d'instants d'émotions de joie? Réponse, non, pas du tout. D'abord, ce n'est pas possible, parce que la joie ne s'éprouve que par contraste. Donc, s'il n'y avait pas de moment de tristesse, il n'y aurait pas de moment de joie. Donc, on ne sera jamais... Pour le coup, on serait complètement fou, vraiment, si on était tout le temps joyeux. Autant, quand on est joyeux, on est fou de joie, et c'est très bien, mais c'est rare. C'est une émotion rare. C'est ça le sujet. Mais donc, si on est tout le temps joyeux, on est abruti, en fait. On est soit le ravi de la crèche, soit l'imbécile heureux, soit on est fou, en fait. D'ailleurs, pourquoi pas? D'ailleurs, mon personnage, on se demande à un moment s'il n'est pas comme ça, parce qu'il est un peu trop joyeux. Il a tué quelqu'un, il est en prison, il continue à être joyeux, donc c'est un peu bizarre. Le soupçon est légitime. Mais là, ça, c'est mon roman, mais là, quand je vous parle, je ne parle pas de ça. Dans la vraie vie, je pense que non, on ne peut pas être tout le temps joyeux, c'est un contresens. Mais alors, quel est le rapport avec le bonheur? Eh bien, on pourrait dire que chaque émotion de joie nous rassure sur la possibilité du bonheur. Même si ce bonheur n'est pas là, parce que la thèse, c'est que même quand le bonheur n'est pas possible parce que j'ai mal, parce que je suis déprimé, la joie est possible par moment. Mais pourquoi cette joie fait du bien? Parce qu'elle me souffle que le bonheur reste possible, même s'il n'est pas là. Or, si le bonheur reste possible, ça va. En fait, on n'est pas malheureux quand on n'est pas heureux, mais qu'on pense que le bonheur reste possible. En revanche, là où on est vraiment malheureux, c'est pas quand on n'est pas heureux. Ça, on le vit tous les jours, de ne pas être heureux et de ne pas être pour autant malheureux. Donc, là où on est vraiment malheureux, c'est quand on n'est pas heureux et qu'on ne croit plus en la possibilité du bonheur. Or, chaque émotion de joie nous rassure sur la possibilité du bonheur. Donc, quand même, on avance, on se contredit un peu, la joie nourrit quand même le bonheur, en fait. Ce n'est pas la même chose, mais il y a quand même une relation entre les deux. Chaque émotion de joie me dit que je pourrais être heureux. Je ne le suis pas, je ne le serai pas, mais ce n'est pas grave, c'est l'essentiel. C'est que ce soit possible, et c'est ce qui évite la dépression. Mais la dépression, c'est quand je ne crois plus le bonheur possible. Et là, j'ai plus de joie, en fait. Donc, le rapport entre le bonheur et la joie, il est un peu plus précis que ce que j'ai dit au début, c'est de la dramaturgie. En vérité, si la joie n'est pas le bonheur, elle nous souffle que le bonheur est possible. Et si le bonheur est possible, c'est peut-être que je suis plutôt heureux, en fait. Et donc, finalement, un renversement total du raisonnement. Je ne suis pas heureux, mais je suis quand même, grosso modo. Je ne suis pas heureux, mais ça va, quoi. En fait, je ne suis pas heureux au sens des sages anciens, au sens de la sérénité, de la plénitude durable, de l'équilibre harmonieux. Mais je suis quand même plutôt heureux parce que je sais que je suis épargné par les grands malheurs, en fait. Et que le bonheur, c'est juste d'être épargné par les grands malheurs. Et comme c'est une question de chance, on retrouve la joie qui vient par surprise.
quand j'ai conscience de ma chance, 1, d'être vivant, 2, d'être épargné par les grands malheurs, et 3, une nouvelle question, quand même de partager ça avec les autres. Et là, il y a une dernière question finale, compliquée. Est-ce que la joie se partage ou est-ce qu'elle m'isole des autres? Moi, j'ai écrit mon roman, La joie, pour montrer un personnage un peu radical, qui est trop joyeux pour les autres. Les autres ne le supportent pas, en fait. Ils veulent chougner, ils veulent se plaindre, et ils veulent que les autres soient complices de leur protestation contre une existence injuste. C'est humain, on a tous vécu ça. Quand on va vraiment pas bien, on n'a pas envie de voir un pote qui est traversé par la joie de vivre. On a envie qu'il nous dise « oui, c'est dur ce que tu traverses, c'est dur ce que tu vis ». C'est normal. Mais du coup, la joie est parfois un peu agressive, en fait. Et c'est ce que raconte mon livre. C'est que cet homme, qui s'appelle Solaro, eh ben, c'est celui que joue Olivier Ruidavé tout à l'heure, cet homme, il est anormalement joyeux. Et sa joie est une provocation. Qu'est-ce qu'il a, quoi? Et donc, la joie, parfois, isole. Si vous êtes dans une période difficile, peut-être dans votre entreprise, peut-être pendant le Covid, souvenez-vous, et que vous continuez à persévérer dans la joie de vivre, malgré l'adversité, comme si la joie était une réponse à l'adversité, ça peut agacer beaucoup de vos proches ou de vos collaborateurs qui, eux, trouvent que c'est trop dur. Et ils n'y arrivent pas à être joyeux dans l'adversité. Et donc, votre joie les agresse. Ce que raconte mon roman. Mais il y a aussi, parfois, une joie communicative, évidemment. La joie de l'enfant est très communicative. Donc, ce n'est pas si simple. Il y a des joies qui se partagent et d'autres qui isolent. Et la joie est parfois subversive. Quand elle isole, elle est subversive. Et elle est subversive quand elle est aussi une réponse à l'adversité. La France attaquée, la France victime d'attentats, a répondu à un moment par la joie de vivre. Vous êtes mortifère, vous ne supportez pas notre civilisation, de la joie, du respect des femmes, de la convivialité. Eh bien, on va encore plus aller festoyer pour vous montrer qu'on n'a pas peur de vos attentats suicides, on n'a pas peur de vos bombes, parce que vous ne supportez pas cette vie, vous ne supportez pas cette joie de vivre. Eh bien, on va persévérer comme une réponse à l'adversité, comme une réponse à cette attaque contre notre civilisation, qu'est le terrorisme mortifère. Et on a vu souvent dans les pays victimes de terrorisme, en Irlande, dans le temps, en Israël, en France, des sursauts de joie collective. Des gens qui vont dans la rue pour dire « on aime la vie, malgré tout, malgré les bombes, malgré la menace, on lui dit oui et on vous emmerde ». Et c'est ça notre réponse à votre agressivité mortifère, à votre haine de la vie. Et la joie, et ce sera ma conclusion avant d'ouvrir le débat, c'est le contraire. C'est l'amour de la vie. Mais l'amour de la vie vraiment. Pas de la vie qu'on veut voir du bon côté. Pas de la vie qu'on veut voir simplement à moitié pleine et pas à moitié vide. Pas de la vie quand elle nous satisfait. Pas de la vie quand elle nous rend heureux. Non, l'amour de la vie tout court. Et c'est ce que dit mon émotion de joie. Elle dit, et la boucle est bouclée, que je dis oui à cette vie. Merci beaucoup. Des questions. Je tiens le micro à votre disposition. Oui, quand ce moment de joie arrive, ça arrive plusieurs fois, mais je me suis rendu compte que le risque, c'est que après le moment de joie, je me dis, je fais plus rien, j'attends le deuxième. Oui. Ouais, puis il y a une addiction. Ouais. Et puis, est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut... Alors ça, c'est une très bonne question qui comporte deux dimensions différentes. Il est clair que ce qu'on peut entendre de votre question, c'est le fait que plus je sais être joyeux, accueillir ça, plus je sais que je suis capable, et donc plus ça va m'arriver. Donc là, c'est le côté positif. C'est-à-dire, je sais que j'ai été capable de joie de vivre dans des situations d'existence complexes, donc c'est rassurant, et ça va rendre possible
la répétition de cette joie de vivre, même entravée par des situations complexes. Ça, c'est une chose. Mais après, l'autre chose, c'est est-ce que je dois l'attendre? Et là, je crois pas. Non. Parce que si on l'attend, on ne va pas être dans la surprise du surgissement. Alors, on peut l'attendre globalement dans la vie. On peut dire oui, dans la vie, j'attends la joie, ça oui. Mais au sens où je suis dans une attente consciente, attendre que la joie revienne, à mon avis, ça va la faire fuir. Alors que... C'est pour ça que la blague que j'ai faite tout à l'heure sur le matin était plutôt sérieuse, en fait. Si vous vous levez le matin et que ça ne va pas, vous êtes angoissé, vous avez mal au ventre, vous vous sentez mal, vous avez la flemme de tout, ben, il y a deux attitudes quand même qui s'opposent. La première, c'est l'attitude de la psychologie positive d'aujourd'hui, qui est tu fais une bonne morning routine, tu respires, tu prends des bons produits, tu vas marcher, tu te mets en forme, quoi. C'est sûr que c'est bien, c'est intéressant de faire ça, évidemment. Mais l'autre chemin, il est plus proche de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est je m'ouvre complètement et j'entre en relation avec cette situation d'angoisse et de fatigue. Et je l'accueille, je me laisse traverser jusqu'à ce que monte un sourire. À savoir, bah ouais, je ne me suis pas levé du bon pied. Et finalement, ce sourire met en joie. C'est un autre chemin, mais on arrive au même endroit. Hein. On arrive au moment où on relativise, en fait, et on se dit, c'est bon, ça va. Mais le premier chemin est un chemin plutôt de se mettre en forme, qui est bien aussi. Hein. Je respire, j'écoute de la musique, je ne mets pas d'informations toxiques dès le matin, tout ça. Donc une sorte de morning routine intéressante, quoi. Et le deuxième, c'est plus un consentement. Je me laisse traverser, je me dis, mais pourquoi je me lève angoissé comme ça? Et ça se trouve, c'est pas grave, j'ai juste fait un cauchemar, c'est juste, ça me rappelle, c'est un jour qui me rappelle quelque chose, ou j'ai voilà. Mais c'est pas le même chemin quand même. Voilà. Après, on peut aussi se dire, moi, je suis plutôt de nature volontariste, donc ce qui va me réussir, c'est quand même le chemin de mettre en place une bonne routine matinale pour se mettre en forme. Ou alors, moi, je suis plus dans la sagesse du consentement, quoi, de l'accueil. Après, il y a quand même des choses qui nous correspondent plus ou moins bien. Je pense qu'il y a des gens qui sont toujours négatifs. Est-ce que ça veut dire qu'on est programmé comme ça? On a une joie de vivre au départ ou pas? Alors, heureusement que non. Mais il y a toutefois un tempérament au sens génétique. En gros, la science nous dit aujourd'hui que ce qu'on appelle tempérament, qui est génétique, c'est 20% du sujet. Voilà. Donc, c'est pas énorme, mais ça existe. Vous voyez bien sur des enfants qu'il y a des tempéraments plus ou moins joyeux, plus ou moins anxieux, etc. Moi, ce que je trouve rassurant, c'est que d'abord, c'est de l'épigénétique et pas de la génétique. Ça veut dire que ces prédispositions génétiques vont produire des conséquences en fonction d'autres éléments de l'environnement, des amitiés, de la maternelle, de l'alimentation, du climat, etc. Donc déjà, on n'est pas déterminé. Déjà, c'est que 20%. Et même ces 20% ne nous déterminent pas. Ils nous conditionnent dans une approche plurifactorielle avec d'autres facteurs. Okay, mais surtout, l'essentiel, c'est les 80%. C'est ce qui se travaille. Voilà, ça s'apprend, quoi. Ça se cultive. Mais sans tomber dans le volontarisme. Le volontarisme, par exemple, de la phrase qu'on attribue à Voltaire, « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». C'est très ambigu, ce genre de phrase, très bizarre. Bon, d'abord, Voltaire, c'est sûr qu'il n'a jamais dit ça. Pas du tout son style, il n'a pas dit ça. Ça lui est attribué. Mais ensuite, c'est compliqué de juger ça philosophiquement. D'un côté, on a envie... C'est une bonne phrase, quoi. Elle nous dit quand même que ça se passe mieux si on voit les choses positivement, et c'est quand même vrai. D'un autre côté, c'est une phrase bête, parce que c'est pas qu'une décision ponctuelle. C'est une sagesse de vie, et c'est un apprentissage qui met souvent des années, en fait. Et cette sagesse, elle se conquiert. Et cette façon de sourire à la vie, malgré ses difficultés, c'est pas une décision comme ça de la volonté. Donc voilà, moi je suis très partagé par rapport à ce genre de phrase. Et après, on peut aussi dire avec Nietzsche qu'il y a des énoncés dont la question n'est pas de savoir s'ils sont vrais, mais s'ils produisent de bonnes conséquences existentielles.
s'ils produisent des bons effets. Nietzsche disait, je voudrais que ma pensée soit comme des bâtons de dynamite. Même si je dis un truc faux, c'est pas grave, si ça produit une bonne étincelle qui réveille les gens. Donc, si on raisonne comme ça, la phrase de Voltaire, elle est plutôt pas mal. Elle met la pêche, quoi. C'est vrai qu'on se dit, je vais arrêter de me plaindre, je vais arrêter de protester, quoi. Je vais juste décider d'être heureux, c'est mieux. Mais le problème, c'est que parfois, on a vécu des choses, des violences, de l'injustice, de l'humiliation, une enfance très difficile, qui font que ça ne marchera pas. La phrase de Voltaire, et que ce qui marchera, c'est plutôt de faire une vraie thérapie, de revenir sur son... J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Vivre avec son passé », de revenir sur son passé pour comprendre de quel schéma on hérite. Et dans ce cas-là, la phrase de Voltaire, elle peut faire mal. Parce qu'elle peut me détourner d'une vraie psychothérapie ou d'une vraie psychanalyse m'entretenant dans l'illusion que c'est bon, j'ai qu'à décider que ça va. Mais si j'ai été, je sais pas, agressé sexuellement par mon beau-père pendant 10 ans, de 4 à 12 ans, comme c'est le cas de Neige Sino, comme elle le raconte dans Triste Tide, bah, je ne vais pas décider d'être heureux comme ça. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est très compliqué à appréhender. Et je pense que si on devait simplifier la réponse, on pourrait dire que la phrase de Voltaire, comme toutes les pensées du développement personnel un peu rapide, ça marche grosso modo bien chez les gens qui vont plutôt bien. Ça c'est vrai. Si on va plutôt bien, on a juste des petites angoisses du matin, des petits stress de boulot, alors ça marche de faire une morning routine et de dire j'ai décidé d'être heureux. Voilà. En revanche, si on est vraiment dans le dur, parce qu'on a vécu l'enfer ou la dépression ou qu'on est victime, là, ça ne marchera pas. Et là, ça devient dangereux. Et là, il faut avoir une autre approche. Voilà, on peut dire ça. J'aurais aimé avoir votre avis sur le yoga du rire, où l'on décide ensemble du rire. Alors d'abord, je ne l'ai jamais pratiqué, donc je ne vais pas trop m'avancer. Je pense que l'idée du yoga dans l'absolu, d'accueillir les énergies du monde en soi, est une bonne idée. Je pense que l'idée de rire, ça remet en mouvement quelque chose de la vitalité, et dans la communication de cette vitalité, c'est très très bon. Donc voilà, ça a l'air super. En revanche, ça pourrait ressembler aux méthodes dont je me suis moqué. Je propose d'être juste prudent, de prendre ça avec des pincettes. J'ai l'impression que la réponse d'avant pourrait être faite pour ça. C'est-à-dire que le yoga du rire, si on a trop de ressassement, de rumination professionnelle, qu'on est trop stressé par la liste des choses à faire et par le fait d'être en retard, ben ça va faire beaucoup de bien. En revanche, si on doit se relever d'une enfance traumatique, ça ne suffira pas. Je crois qu'on peut dire ça. Voilà. Mais encore une fois, mon propos est nuancé. Je pense que c'est sûrement très bien le yoga du rire. En fait c'est intéressant. Il ne faut pas que toutes ces méthodes prennent la place d'autre chose. Il faut qu'elles s'ajoutent à autre chose. Voilà. Après, voilà, pendant que le micro arrive, parce que j'ai un peu l'esprit d'escalier, il faut quand même reconnaître, madame, que le rire est très très bon pour le moral. Ça met en le mouvement, le corps en mouvement. Il y a quelque chose dans le rire qui est très très bon. Donc, c'est sûrement une bonne chose. Ouais. Est-ce que pour retrouver la joie de vivre, il ne faut pas laisser place en nous à notre animalité? Parce que je trouve que les animaux sont joyeux. Enfin, à part s'ils sont maltraités. Mais par exemple, un chien, pour moi, c'est l'image de la joie. On l'emmène en balade, ça y est. Un chat, quand il fait beau, il se roule sur le sol. Enfin... Le chat, c'est presque le bonheur. Ouais, le chat, c'est un sage. Ouais. Alors, c'est très intéressant votre question, parce que je n'ai pas eu le temps d'aborder la question de l'instinct de survie, en fait, et de l'animalité en nous, qui est aussi très présente dans la joie. C'est-à-dire que peut-être, il y a dans notre joie de vivre quelque chose comme notre instinct de survie, qui, chez les animaux un peu évolués que nous sommes, se traduit par une joie de vivre. Ça, c'est sûr. Donc, j'aime bien votre idée. Après, il y a un petit bémol, c'est que la joie dont j'ai parlé est quand même une joie, comme émotion, associée à une conscience de cette émotion. Autrement dit, je suis joyeux quand j'ai conscience de l'être. Alors,
il y a une conscience animale, on le sait depuis les progrès de l'éthologie, mais très peu développée par rapport à la nôtre. Du coup, est-ce que le chien est si joyeux que ça, dans la mesure où il a une assez faible conscience de sa joie? J'aurais presque envie de distinguer le chien du chat. Le chat, dans sa sérénité, semble avoir une conscience de sa supériorité. Nous habitons chez eux, franchement. On croit qu'on a un chat chez soi. Mais non, on est clairement chez lui. Il sait tout, il voit tout, il est réveillé la nuit. Mettez une caméra la nuit pour voir ce qu'il fait, vous allez voir. Mais bon, pour répondre avec moins de plaisanterie, je pense quand même qu'il y a quelque chose, oui, d'animal, mais qui va ensuite être proprement humain dans la conscience que j'ai de ressentir cette émotion. Voilà. Et ça, on a quand même... il y a un continuum, mais la conscience humaine est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus développée que la conscience animale. Or, elle vient redoubler la joie. Parce qu'en vérité, dans tout ce que je vous ai décrit, il y a un moment où on le sait qu'on est joyeux. On en est conscient. Et ça vient d'ailleurs intensifier l'émotion. Même si ça ne durera qu'un temps. Et ça, à mon avis, il n'y a pas ça chez l'animal. Oui, bonjour. Il y a une chose que vous n'avez pas évoquée. Je m'explique. Je suis un passionné de nature, un défenseur de la nature, et j'interviens dans ce domaine auprès des services de l'État dans de nombreux moments. Vous êtes où? Ici. Je suis au fond de la salle. Ah, ok, voilà, je vous vois. Excusez-moi. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la nature, j'ai beaucoup apprécié. Quand je me promène en forêt, comme vous, je suis heureux parce que je rencontre un grand cerf, parce que j'ai rencontré un écureuil, un renard, et j'apprécie. Mais aussi, il m'arrive de rencontrer une forêt défigurée. Ouais. Il m'arrive aussi, je sais malheureusement, que l'homme n'aime pas certaines espèces et qu'il va les détruire parce qu'elles seront considérées comme nuisibles. Alors moi, ce que je fais aussi, et ça, je pense que ça amène de la joie, je m'engage. Et l'engagement à défendre quelque chose, à défendre un milieu, un habitat, une espèce, ça amène de la joie, surtout, en plus, si après, je la partage avec d'autres. Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais, à un moment, j'avais ouvert le champ pour penser ça, quand j'avais distingué la joie d'être d'une joie de faire. Et c'est là que l'engagement que vous évoquez s'inscrit évidemment dans ce chemin. Presque, on pourrait presque dire d'ailleurs qu'il y a un bonheur, hein, pour le coup, parce que l'engagement, c'est une façon de vivre qui rend heureux, et qu'il y a des émotions de joie sur le chemin de cet engagement, comme vous l'avez très bien dit aussi, dans la dimension du partage. Tout ça, je suis entièrement d'accord, et c'est vrai que ce n'était pas assez présent dans mon propos. Maintenant, attention, là où c'est central, c'est de comprendre qu'on est solidaire de tous les vivants. Et ça, je n'ai pas eu le temps de le développer. Or, on va dans le mur. C'est-à-dire que voilà, toutes les seuils sont franchis, les limites planétaires, on épuise le vivant, on épuise les sols, on tue la biodiversité, et on n'est pas capable de réagir. C'est affligeant. On n'est pas capable de réagir. Eh bien, les jeunes qui ont de l'éco-anxiété, ils n'arrivent pas à avoir la joie parce qu'ils sont conscients de ça, que nous, on n'a pas su voir ni arrêter. Et évidemment que pour cette génération-là, il n'y aura de retour possible de la joie que dans la mesure où on arrêtera de détruire le monde, où on prendra soin du vivant, mais de tous les vivants. Et comme vous l'avez dit, pas aussi des nuisibles. Alors c'est sûr que quand c'est des punaises de lit, c'est difficile. Mais j'ai fait une émission de radio avec François Lasserre, un entomologiste, qui nous expliquait sur France Inter, sous le soleil de Platon, que les moustiques, quand on les connaît, ils sont très peu nombreux à piquer, qu'ils ont une singularité, qu'ils ont un regard, une vision du monde, une altérité. Et il nous invitait vraiment... Nous, on commence à découvrir l'altérité en disant que le cochon est comme un chien, que c'est pas possible, les élevages industriels. Et là, il s'agissait d'aller un peu plus loin jusqu'aux moustiques. J'y suis arrivé. La punaise de lit, j'ai du mal. Mais pour autant, c'est ce que dit votre question, c'est qu'on ne pourra plus jamais être heureux en détruisant le monde. De toute façon, on se détruit nous-mêmes. Toutes les maladies que les hommes ont développées qui menacent la survie de l'espèce humaine, la plupart ont été développées dans les élevages industriels de porcs ou de poulets. Et donc, on se détruit nous-mêmes en détruisant le vivant. Et là, pour le coup, c'est même pas la question de la joie, c'est celle du bonheur. On s'interdit, en fait, le bonheur. Parce que le bonheur, c'est toujours dans le rapport au monde.
que ce soit habiter le monde comme les stoïciens, enfin les Grecs anciens, ou améliorer le monde comme les modernes, c'est toujours un rapport au monde. Si je détruis le monde, si je le vois, je sais pas, à la Trump, comme un ensemble de territoires à posséder, de pétrole à creuser pour prendre, creuser, dérober, voler, écraser, de toute façon, je crée mon malheur et le malheur de la civilisation. Voilà, il y a un peu d'espoir quand même que... non, c'est vrai que ce soit la fin d'un monde, que toutes ces figures de destruction ne puissent plus durer. Il y a un peu d'espoir. Il y a une thèse très intéressante là-dessus de Olivier Hamon sur la robustesse du vivant, qui dit qu'on confond la performance et la robustesse, et qu'à force de viser la performance court terme, on épuise et on ne sera pas robuste sur le long terme. Et beaucoup d'écosystèmes sont en train de le comprendre. Alors évidemment, au plan géopolitique, pour l'instant, c'est le contraire. Poutine, Trump, ça, c'est des gens qui veulent la performance, qui veulent écraser. Mais peut-être que c'est une fin de cycle et que des choses qui sont actuellement minoritaires, et important de l'évoquer dans les rencontres du développement durable, c'est des gens qui, en circuit court, en autarcie, qui refusent l'élevage industriel, qui cultivent l'agroécologie sans pesticides, sans engrais, et aussi politiquement, qui sont pour des démocraties plus petites et plus directes. Bref, que tous ces minoritaires, un jour, l'emporteront. Et je vous rappelle qu'il y a quelques siècles, le monde n'était pas capitaliste. Il y avait quelques minoritaires qui étaient des commerçants à Venise, quelques banquiers, et ils étaient une minorité, et puis ils l'ont emporté, peut-être d'ailleurs pour des bonnes raisons à l'époque, et on est entré dans le capitalisme. Mais ce n'est pas un destin. On peut en sortir, puisqu'on est entré dedans. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est des minoritaires, ceux qui font de l'agriculture écologique, ceux qui proscrivent les pesticides, ceux qui refusent de prendre l'avion, ceux qui veulent vivre ensemble de façon plus frugale. Eh bien, peut-être que demain, on verra que ce sera le monde dominant. On ne peut pas l'exclure, en tout cas. Il n'y a pas de raison de l'exclure. Voilà, on ne sait pas à partir de... On ne connaît pas bien les effets de seuil, en fait. On ne sait pas à partir de quand un ensemble de gouttes d'eau éteigne un incendie, quoi. Oui, Et de toute façon, quand bien même on échouerait, le fait d'essayer nous rend plus heureux, hein, comme vous l'avez dit. Voilà, l'action fait du bien. Même si elle ne produit pas beaucoup de résultats, on se sent mieux de toute façon. Ouais. Oui, bonjour. Vous avez parlé de 74. Je me souviens qu'en 74, de nombreuses femmes étaient joyeuses du passage du droit à l'avortement. Ouais. Bah oui, c'est ça que j'ai évoqué. Mais oui, je sais pas, j'ai pas été mal compris. Hein. J'ai pas eu un propos du tout anti-avortement. Au contraire, il n'y a même pas de débat pour moi. En revanche, j'ai juste dit que, du point de vue objectif, ça signifiait que certaines vies avaient par hasard échappé à des avortements. Mais attention, votre question me permet de préciser mon point de vue. C'était pas du tout un point de vue critique par rapport à la loi Veil. Pas du tout. C'est juste qu'en réalité, c'est vrai que du coup, il y a une contingence. Et que quand on est un embryon, eh ben, on peut avoir sa vie interrompue parce que là, c'est légal. C'est légal. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la contingence. Et dont on n'est pas responsable quand on est un embryon. Mais évidemment, je le redis au cas où il y aurait eu une ambiguïté, je pense que la loi Veil est une très belle loi qui a été nécessaire et qui même aurait dû arriver avant. Je vais me permettre de parler. Je pense que des fois, la joie, elle sort plus quand on est dans un contexte triste. Enfin, pour moi, oui, c'est comme tout à ça. fait. Et bon, un exemple comme un autre, voir un film comique, pour moi, c'est pas drôle. Ouais. Mais c'est souvent dans un film très dramatique, quelque part, que je trouve vraiment des instants de joie, par exemple. Mais oui. Ou même Oui. dans un enterrement. Oui, voilà. Ouais. Alors, ou alors, quand vous écoutez une chanson guillerette, ça vous déprime, et une très belle chanson triste, je sais pas, de Just a Perfect Day de Lou Reed, et ça nous met en joie. Très bonne remarque. On a compris pourquoi. C'est parce que quand c'est dur, la joie arrive comme une réponse pour nous dire que la vie, même dure, peut être appréciée. Ça, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est que quand c'est une chanson de guillerette,
peut-être qu'elle rate la vérité de la vie, tout simplement. Et qu'elle est là pour nous mettre en forme, pour nous divertir. Alors que la vérité, c'est la critique pascalienne du divertissement, c'est que c'est la lucidité qui nous met en forme. Parce qu'on est conscient et on est capable, en fait, d'être lucide. Et donc voilà pourquoi une chanson triste, peut-être, dit plus la vérité. Une chanson triste d'Alain Souchon, ben voilà, ça dit la vérité. Et il y a toujours... c'est toujours... le chemin de la lucidité nous mène beaucoup plus assurément vers la joie. Mais effectivement, ça peut être contre-intuitif. Voilà. Et d'ailleurs, autre façon de répondre, imaginez, vous êtes un peu mal, un peu angoissé. Il y a des raisons de l'être. Hein. On va mourir, on ne sait pas quand, on peut perdre des proches. Il y a des choses injustes qui frappent nos proches. Donc on a des raisons de ne pas être en forme. Et là, on entend une chanson débile, joyeuse, mais bêtement joyeuse, avec un rythme binaire, avec quelqu'un qui veut nous faire marrer. On a envie de lui dire, mais tais-toi, en fait, tu nous mens. La vie, c'est pas ça. J'ai pas besoin de sautiller bêtement en étant dans l'évitement. Je veux qu'on me parle de la vérité. Et d'ailleurs, on se sent moins seul quand on a une belle voix d'un chanteur qui nous, comme un frère, qui nous raconte ce que c'est que la difficulté d'être, ou un poète, évidemment, ou un écrivain. Et le paradoxe est là, c'est que rien ne met plus en joie qu'un joli texte triste. Parce qu'il dit la vérité. Et parce qu'on ne se sent pas seul. Je ne pensais pas qu'on serait dans une machine de guerre tous ensemble contre la pensée positive à ce point. Et d'ailleurs, c'est intéressant de préciser, il ne faut pas non plus aller trop loin. C'est que c'est quand même bien la pensée positive en complément d'une sagesse existentielle plus profonde. Mais de temps en temps, à certains moments de la journée, ça peut être très bien de faire des exercices positifs, ça peut être très bien de faire du sport sur ce mode-là. Évidemment, mon propos ne doit pas être mal interprété, mais c'est juste que ce n'est pas l'essentiel, en fait. Et la sagesse de l'essentiel est une sagesse de l'accueil, du consentement et de la lucidité, et non pas de l'auto-persuasion et de la méthode Coué et de l'entraînement. Ça n'empêche pas que ça serve à des choses. Voilà. Donc, à la limite, j'aurais presque envie de vous dire, si vous êtes dans une vraie sagesse et que vous acceptez que la vie soit dure et que vous l'aimez comme ça, mais que vous remarquez qu'en effet, ça vous met en forme le matin, de vous regarder devant la glace et de dire « Putain, ça va être une super journée, t'as une bonne tête ce matin », ben, si vous le faites en conscience de la limite, mais en sachant que ça marche, mais que vous n'êtes pas dupe de la réduction, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut le tenter. Mais dans ce cas-là, me revient l'énoncé de Jacques Lacan. Les non-dupes errent. Les non-dupes errent, ça veut dire que quand on croit qu'on n'est pas dupe, on l'est. Parce qu'en fait, comme on croit qu'on n'est pas dupe, on continue, donc on se fait avoir. C'était un peu ce que j'ai expliqué à mes élèves pendant des années, quand ils regardent de la télé-réalité pourrie, et ils disent « Mais on n'est pas dupe, on sait que c'est des cons, on sait que c'est scénarisé, mais ça nous fait marrer. » Et je leur disais, quand j'étais au lycée, mais vous n'êtes pas dupes, je ne sais pas moi, parce que vous regardez 2 heures par jour. Donc et c'est parce que vous croyez que vous n'êtes pas dupe que vous restez 2 heures devant. Parce que si vous pensiez que vous étiez dupe et victime, vous battriez pour éteindre la télé. Mais comme vous pensez que vous n'êtes pas dupe, vous continuez à regarder. Et continuant à regarder 2 heures par jour, vous êtes intoxiqué par la vulgarité, intoxiqué par des images de merde, intoxiqué par du voyeurisme. Et en fait, les non-dupes, avec un jeu de mots sur le nom du père, en fait, plus on croit qu'on n'est pas dupe, plus on est dupe, en fait. Mieux vaut être dupe et en être conscient. Et dire, merde, je me suis fait avoir. J'ai perdu 2 heures à voir de la merde. Je vais plus recommencer. Je me suis fait avoir. Et je le sais. Plutôt que de nourrir l'illusion qu'on n'est pas dupe. Et donc de continuer à se faire intoxiquer, vous voyez. Alors ça pourrait être pareil avec l'exercice de pensée positive. Voilà. Merci beaucoup pour votre discours. Et je voulais parler aussi du fait, là, ce que vous précisez, que ça peut être complémentaire les deux, parce que je trouve ça hyper intéressant, le fait qu'on a montré maintenant que notre cerveau, c'est un organe d'habitude et qu'en fait, c'est développer des nouvelles habitudes qui demandent de l'énergie et que le fait qu'on peut reprogrammer quand même, effectivement, le fait d'aller chercher tout le temps les choses négatives, on peut quand même le reprogrammer quand même par du travail. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que le travail essentiel au début, c'est effectivement ce que vous disiez, le côté accueil
et vraiment comprendre que d'être à l'écoute de soi, de ses émotions, c'est par là que ça passe. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les nouvelles générations, surtout avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc., et la surinformation, il y a une notion vraiment d'évitement de tout ça, et je pense que c'est beaucoup par ça que ça passe. Vraiment, le fait de se sentir déconnecté, qu'on est à l'ère de l'information, mais qu'on n'arrive pas à se connecter déjà juste à nous, et que c'est par ça que passe la joie, et je suis content que vous ayez abordé les deux visions, je trouve. Ouais, vous avez bien raison, et c'est vrai que c'est compliqué parce que les deux sont vrais. Et c'est vrai que dans mon livre « Vivre avec son passé », je parle beaucoup de ce que vous appelez reprogrammation. Et pour le coup, ça semble être en contradiction avec ce que je dis aujourd'hui, puisqu'il s'agit moins d'accueil que de réécriture du passé. Et vous avez tout à fait raison. Et en fait, ça dépend des cas. Il faut faire la part des choses. Il y a des choses qu'on peut accueillir et des choses qu'on doit retravailler parce qu'elles sont insupportables et impossibles à accueillir. Et la révolution des psychothérapies et des neurosciences, assez récente, nous montre, comme vous l'avez très bien dit, madame, qu'on peut, alors le mot est moche, se reprogrammer, parce que ça fait trop machine, mais c'est un peu ça quand même. Donc par exemple, si on a vécu une scène très traumatique, on peut la retraiter dans une thérapie de la cohérence, en la rejouant en thérapie, après avoir réveillé ce qu'on appelle l'enfant intérieur, donc l'émotion de l'enfant qui a vécu cette scène traumatique, mais réveillé dans le corps de l'adulte de 40 ans qu'on est devenu, et ensuite faire intervenir dans cette scène quelqu'un qui aurait dû être là et nous sauver, pour qu'un nouveau souvenir soit enregistré dans le cerveau, dans lequel cet enfant a été défendu, alors qu'il ne l'a pas été dans la vraie vie. Et bien ça, de façon très savante, il faut être un grand thérapeute pour savoir le faire, ça revient à tromper son propre cerveau. En effet. Ce dont je me suis moqué avec le bic du matin. Mais sauf que ça se fait en thérapie, par un spécialiste, qu'il faut une alliance thérapeutique qu'on a mis des mois à conquérir, qu'il faut savoir réveiller l'enfant intérieur et qu'il retrouve ses émotions d'enfant, qu'il faut que le cerveau d'adulte soit en même temps connecté, et à ce moment-là, faire intervenir quelqu'un qui intervient dans la scène. Donc vous voyez, il ne s'agit pas que de mordre un bic au réveil, quoi. Mais quand même, vous avez raison, il s'agit bien de reprogrammer son cerveau, donc de s'auto-manipuler malgré tout, c'est vrai, vous avez bien raison. Donc les choses ne sont pas simples. Si ça vous intéresse, tout mon livre « Vivre avec son passé » parle de ça. Et j'ai fait le livre qui essaie de traiter philosophiquement cette nouvelle donne thérapeutique, qui est que le passé, on peut le réécrire en fait, pour mieux vivre avec. Et d'ailleurs, Boris Cyrulnik, qui est là demain, je crois, ou hier, lundi, lundi, Boris Cyrulnik, j'en ai beaucoup parlé avec lui, je l'ai reçu à la radio, j'en parle dans mon livre, j'ai lu ses livres, il est d'accord. C'est que la plupart des cas de résilience, c'est juste pas de la résistance, c'est de la réécriture, de la réappropriation. Donc, on n'est pas que dans l'accueil, en effet. Mais bon, le sujet de la joie, c'est un peu différent. Dans la joie, c'est une émotion d'accueil. Pour faire suite à ce qui vient de se dire, qu'est-ce que vous pensez de l'interaction ou des influences des réseaux sociaux quand on voit les gens qui sont sans arrêt sur leur appareil, qui ne voient plus le monde, qui ne voient plus les autres, dans les transports communs, enfin partout, ouais, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cette influence ? Alors, évidemment, une ambivalente, puisque ces réseaux sociaux permettent des soulèvements populaires par rapport à des tyrannies, permettent à plein de gens d'accéder à une culture qu'ils n'auraient pas, mais aussi créer un trouble de l'attention généralisé. Donc voilà. Donc il ne faut pas être... Toute grande invention technologique a toujours été ambivalente, avec une bonne face et une mauvaise face. Donc je pense qu'il faut être ni technophobe, ni technophile. Mais la joie nous demande des moments de déconnexion. Donc une sorte de pratique pourrait être de se dire... si je suis entre amis et que je suis bien, qu'on parle, qu'on passe un bon moment, je me mets en mode avion volontairement pendant un quart d'heure, une demi-heure. Si je regarde un film, que c'est un bon film, si je suis à un concert, je déconnecte pour retrouver ma qualité de présence. En revanche, on ne peut pas jeter à la poubelle tous les réseaux sociaux. Voilà. Dès que vous avez une passion... dans le sport ou quoi que ce soit, là, vous allez trouver sur un réseau social un lieu qui développe votre passion. Donc voilà, c'est ambivalent, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que notre attention est volée, quoi, est volée par les GAFA, et que tout est mis en place pour captiver notre attention. Or, la joie de vivre m'emplit dès lors que je suis attentif.
Voilà. À, comme je le raconte dans le livre, et c'est une scène qui est très importante dans la pièce d'Olivier Rudavet, par exemple, à une petite fleur qui a réussi à pousser dans un environnement urbain. Si je suis sur Instagram tout le temps, je ne vais même pas la voir. Mais si je la vois, je vais me dire, c'est dingue en fait. C'est du béton sur 1 mètre. Comment elle arrive là? Quelle force de vie l'a fait jaillir? Quelle créativité du vivant lui a permis d'être là? Et en plus, pas encore écrasée par les pas des passants. Elle a mis, je ne sais pas, 1 an à être possible là, ou 1 mois. Et là, ça fait 10 jours, elle est là, jaune, avec une petite tige verte. Ça met en joie, quand même, d'être attentif, de savoir s'émerveiller. Mais si je suis en train de regarder mes notifications sur Instagram ou Facebook, je vais rater la petite fleur, ça c'est sûr.